Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir cette table ronde consacrée à un thème essentiel, l'implication citoyenne dans les projets d'énergie renouvelable au cœur des stratégies de décarbonation durable. Et dans le cadre des écoles d'automne et d'été, notre mission est de former, de mettre à jour les connaissances et de renforcer les compétences des étudiants, des professionnels et des cadres de l'État qui doivent préparer l'avenir énergétique d'Haïti. Nous savons que la transition vers un système énergétique propre ne dépend pas uniquement de technologies photovoltaïques, de batteries ou d'intégration d'intelligence artificielle, elle dépend aussi, et peut-être surtout, de l'adhésion sociale, de la participation des communautés et de la participation et de la capacité des citoyens à s'approprier des projets. La décarbonation n'est pas un processus purement technique, c'est un projet de société. Par exemple, pour qu'un mini réseau solaire, un système hybride ou un projet de stockage réussisse, il faut la compréhension des besoins locaux, la participation active des citoyens à chaque étape, la transparence dans les décisions et un dialogue permanent entre techniciens, autorités et communautés. Aujourd'hui, justement, nous aurons l'occasion d'entendre des experts locaux et internationaux qui travaillent directement sur ces questions. Ils nous expliqueront comment l'implication citoyenne peut renforcer la durabilité, réduire les conflits et améliorer l'appropriation des projets de transition énergétique. Donc nous aurons également des présentations sur deux projets, en fait deux présentations avec plusieurs projets de décarbonation en cours en Haïti, notamment au niveau des mini-réseaux solaires où la communauté joue un rôle central. Donc à travers ces exemples concrets, on voit qu'il est possible d'allier innovation technologique, énergie renouvelable et participation citoyenne, même dans un pays confronté à de grands défis structurels. Je suis donc honoré de vous présenter les panélistes qui vont nourrir cette réflexion avec nous. Sans plus tarder, je vais introduire notre premier panéliste. Le docteur Laure-Anne Duchamp, qui est titulaire d'un doctorat en physique théorique de l'Université McGill, ainsi que d'une maîtrise en physique de l'Université libre de Bruxelles et d'une maîtrise en sociologie de l'Université catholique de Louvain. Après plusieurs années d'enseignement à l'université, notamment l'Université libre de Bruxelles, Université de Montréal, puis au collégial, elle a intégré l'équipe de l'IET, polyvalente, assumée, passionnée par la structure de la matière, autant que par la complexité de la condition humaine, soucieuse de contribuer au bien commun et acquise à la nécessité de repenser l'interface science-société. Elle met à l'IET ses compétences interdisciplinaires au service d'une meilleure compréhension des enjeux liés à la reconstruction écologique et à la société, ainsi qu'à leur nécessaire diffusion. Docteur Duchamp. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Voilà. Tout d'abord, je voudrais
Dire un grand merci aux organisateurs pour cette invitation. Je suis vraiment très honorée de participer à cette table ronde. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous proposer une perspective peut-être un petit peu différente sur l'IA et la décarbonation. C'est pourquoi ma présentation s'intitule La place de l'humain au cœur des grands projets. En effet, qui dit transition énergétique dit grand projet, bien sûr aussi moyen projet et petit projet. Je pense qu'on aura besoin de toutes les tailles de projets pour réussir à maintenir des conditions de vie tolérables sur cette planète. Mais surtout, on va avoir besoin de projets pertinents. Et une partie de la pertinence d'un projet tient au fait qu'il s'inscrit harmonieusement dans la communauté qui en supporte le poids, ou à tout le moins qu'il n'y rencontre pas une opposition frontale qui lui ferait perdre un temps précieux. Car du temps à perdre, c'est la chose que nous n'avons pas. Donc tout promoteur d'un projet a donc intérêt à s'assurer au minimum de l'acceptabilité sociale de son projet. Alors cette expression acceptabilité sociale est laisse un petit peu entendre qu'il s'agit de quelque chose de simple. Le projet est acceptable ou bien il ne l'est pas. Ou éventuellement, si on veut faire un petit peu scientifique, on va dire qu'il est acceptable à 80% par exemple. Mais ça ne reflète pas très bien la réalité. Il est important de nuancer cette notion. Alors pour commencer, je vous propose de partir tout simplement d'une définition. Cette définition, je l'ai retrouvée dans un document du ministère québécois des Ressources naturelles et des forêts, où on dit que l'acceptabilité sociale, c'est le résultat d'un jugement collectif, d'une opinion collective à l'égard d'un projet, d'un plan, d'une politique. Alors, c'est une définition assez généraliste et ce qu'elle ne montre pas forcément, mais que sur quoi je voudrais insister, c'est que ce jugement collectif, justement, n'est tout d'abord pas figé dans le temps. Donc on peut voir bien sûr des projets pour lesquels la méfiance est présente au début, lorsque la communauté qui va soutenir l'implantation du projet en prend connaissance pour la première fois. Par exemple, s'il y a une crainte, par exemple, qu'un milieu naturel soit détruit ou des choses comme ça. Et puis, au cours du temps, si le promoteur fait preuve de bonne volonté, de transparence, au fur et à mesure, l'acceptabilité va augmenter. Et l'inverse peut également se produire. Au début, il y a beaucoup d'attentes par rapport à des créations d'emplois, par exemple, mais au fil du temps, on se rend compte que le promoteur manque de transparence, etc. Et finalement, le projet prend du retard parce que l'acceptabilité sociale diminue. Donc ça, c'est une chose, c'est pas figé dans le temps. Ça concerne des projets qui se passent à toutes les échelles territoriales, qu'elles soient locales, régionales ou nationales. Ça concerne également toutes les échelles de projets, que ce soit des petits, des moyens ou des grands projets. Ils vont tous être confrontés à ce type de jugement. Et surtout, ce type de jugement ne se quantifie pas vraiment, c'est plutôt quelque chose qui se décrit. Quand je disais tantôt qu'on pouvait avoir un projet acceptable socialement à 89%, c'était un peu évidemment une boutade. Ça ne représente pas vraiment une réalité de dire ça. Et donc on va essayer de voir un petit peu plus en détail ce que ça veut dire. Donc comment est-ce qu'on peut décrire justement cette acceptabilité sociale? Les facteurs qui peuvent influencer l'opinion d'un groupe ou d'une collectivité à l'égard d'un projet sont multiples. Alors, si je les ai regroupés en deux parties, l'illustration vient de la même source où j'ai été chercher la définition. Donc on va avoir des facteurs qui sont plus liés au projet et aux démarches du promoteur, comme par exemple les risques réels ou perçus et les incertitudes qui planent sur le projet. Un petit exemple, est-ce qu'il y a un risque pour les milieux naturels? Est-ce que on sait bien quelle taille le projet va avoir? On se rend compte parfois qu'il y a des projets qui sont annoncés, une mine qui va être annoncée avec une certaine superficie, puis en cours de route, la superficie a quadruplé. Voilà, c'est des genres d'incertitudes qui sont typiques d'un projet. Les impacts sur le milieu de vie et l'environnement. Donc, est-ce que il y aura des explosions dans la mine, par exemple, qui vont me réveiller 3 fois par nuit? C'est le genre de choses qui va intéresser la communauté. Les bénéfices et les répercussions pour les communautés locales. Est-ce qu'il va y avoir des créations d'emplois, par exemple? La participation du public, enfin, à la prise de décision. Donc, est-ce que le promoteur va impliquer la communauté dans les décisions, le processus en général? Alors, il y a d'autres facteurs qui sont, eux, plus liés au contexte local.
et qui sont tout aussi importants. En particulier, la confiance envers le promoteur et les institutions, la réputation, la transparence, l'attitude générale du promoteur. À noter que bâtir la confiance peut prendre un certain temps, mais la perdre, ça va très vite. Donc, aussi le fait, est-ce que le promoteur communique bien? Est-ce qu'il a tendance à dissimuler des choses? Ce genre de choses-là. Alors, le contexte de gouvernance, de même que les contextes sociaux, historiques, territoriaux, culturels, économiques, géographiques, tout ça va aussi être important. Je détaille un petit peu sur la gouvernance, par exemple. Est-ce que le projet a lieu dans une région où la gouvernance fonctionne un petit peu différemment, la prise de décision se fait différemment que dans le reste du pays? Est-ce qu'on va faire un projet dans un pays ou avec un gouvernement autoritaire, par exemple? Voilà, donc la façon dont les décisions se prennent vont impacter fortement la manière dont le projet va être acceptable ou non. Des facteurs évidemment culturels, est-ce qu'on va dans une région plutôt pauvre ou plutôt riche? Ça va aussi avoir des conséquences, etc. Un autre facteur, c'est la connaissance et les savoirs locaux. Il faut savoir qu'en général, les habitants d'un lieu ou les usagers d'un type d'infrastructure ont souvent une expertise qui n'est disponible nulle part ailleurs. Donc ça peut être intéressant pour le promoteur d'aller justement puiser dans cette expertise parce qu'elle va sans doute compléter ce que le promoteur peut arriver à savoir via les études préliminaires qu'il va faire. Mais quand on arrive avec de l'extérieur, avec une étude à faire sur un endroit et un projet, on n'a pas toutes ces informations de l'intérieur que les habitants ou les utilisateurs peuvent fournir directement. Donc ça peut être intéressant d'aller effectivement s'informer à ce niveau-là. Et enfin, dernier point, les valeurs, les croyances et les attentes. Alors ça paraît un petit peu vague, mais en réalité, ce dernier point, c'est quasiment le plus important. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit vraiment des lunettes à travers lesquelles les acteurs vont percevoir le projet et tous les autres aspects que je viens d'évoquer. Pour le promoteur, il s'agit souvent de faire un profit, parfois d'améliorer un milieu. Pour les communautés en question, il s'agit vraiment de leur vie qui va être transformée et des impacts qui peuvent paraître négligeables à des personnes extérieures peuvent affecter fortement leurs conditions de vie. Alors, si un projet coche toutes les cases raisonnables, il n'y a pas d'impact sur l'environnement, il va y avoir des créations d'emplois, le promoteur implique la communauté dans la prise de décision, donc mettons que toutes les cases sont cochées. Si par exemple, le projet lui-même entre en conflit frontal avec vos valeurs, ou l'attitude du promoteur n'est pas compatible avec, ou heurte votre sensibilité, il y a peu de chances que vous acceptiez ce projet. Donc ça va être aussi un facteur déterminant. Alors, l'IA là-dedans, où est-ce qu'elle se situe? D'abord, je voudrais vous proposer, vous soumettre en tout cas une petite question de vocabulaire, parce que je pense que les mots qu'on utilise font partie intégrante de ces lunettes que j'évoquais à travers lesquelles on voit le monde. À intelligence artificielle, je préfère souvent l'expression intelligence apparente qui a été proposée par le professeur Yves Gingras qui travaille à l'Université du Québec à Montréal. Bon, on peut même aller un petit peu plus loin, à mon avis, on peut même voir si on peut éviter tout à fait le mot intelligence. Pourquoi est-ce que je voudrais souligner ça? Parce que, à mon avis, cette expression est un petit peu trompeuse. L'intelligence, ça dénote la maîtrise, ça donne l'impression d'un système qui est en contrôle, qui est infaillible. Or, on sait tous qu'un système d'IA, c'est pas ça. Ça fait des calculs probabilistes, c'est un gros calcul de probabilité en fait. Et si vous avez déjà fait des probabilités et de la statistique, vous savez que ça vient avec tout un tas d'erreurs et de biais. Donc l'IA n'est pas du tout exempte de ces erreurs et ces biais également. Et de son côté, le terme artificiel, quant à lui, occulte à la fois le côté très matériel de la technologie, les câbles, les serveurs, les puces, les centres de données, et il occulte aussi les personnes réelles sur lesquelles l'IA repose. Les données sous-jacentes sont créées par des humains, souvent extraites sans leur consentement. Les concepteurs, toute une série de personnes vont faire un travail d'annotation de ces données qui est crucial pour l'entraînement du modèle. C'est généralement des travailleurs du clic qui sont précaires.
et évidemment les concepteurs qui, eux, vont injecter leur vision du monde dans leur modèle. Donc ces mots, intelligence artificielle, participent en réalité d'une mythification de la technologie. On est d'accord que intelligence artificielle, ça fait un peu plus waouh que algorithme, d'accord? Donc en réalité, une IA n'est ni intelligente ni artificielle, et il y a même Luc Julia, qui est le co-créateur de Siri, que vous connaissez sans doute, qui a écrit un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas, qui va un petit peu dans ce sens-là. Alors, quand on a dit ça, on n'a encore rien dit. Le problème avec l'IA, c'est aussi qu'elle n'est pas conçue par des gens qui ont un grand sens du collectif. Les modèles les plus avancés d'IA générative sont développés majoritairement, 90% en 2024, par des géants privés comme Meta, Google ou Alibaba, et des entreprises spécialisées, mais des grosses entreprises comme OpenAI, Anthropic ou xAI, tout simplement parce que entraîner un modèle en 2025, ça coûte entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui est complètement inaccessible pour des universités, par exemple, d'autres entreprises, d'autres institutions plus petites. Donc il convient de se poser quand même la question, qui est derrière l'IA aussi, donc qui entraîne ces modèles, qui informe les modèles, et comme toute technologie, mais peut-être encore de façon plus frappante, l'IA n'est pas neutre. Elle est conçue par des gens qui appartiennent à un groupe social bien défini, en général des jeunes hommes blancs privilégiés, qui viennent avec tous leurs biais. Racisme, sexisme notamment. Google a été un peu sous les feux des projecteurs il y a quelque temps pour ses pratiques à l'embauche et aussi dans l'environnement de travail. Voilà, donc on a mis ça un petit peu en évidence. L'IA est aussi entraînée sur des données qui sont récoltées en grande partie sur les réseaux sociaux. C'est pas toujours la meilleure partie de l'humanité qui s'exprime là, mais bon, ça c'est peut-être une question un peu plus accessoire. Ce qui est aussi un petit peu éventuellement dérangeant, c'est que l'IA est produite et promue par des gens qui sont hyper privilégiés, donc les grands patrons de ces grandes entreprises spécialisées. Ces gens sont complètement hors sol. Si vous avez déjà vu ces gens en entrevue, vous aurez remarqué peut-être qu'ils ne vivent pas dans la même réalité que nous. Et ils ont parfois une vision du monde qui est franchement inquiétante. Certains parlent du nerd right. Voilà, l'IA, elle va incarner et reproduire la vision du monde de ceux qui la produisent et qui la promeuvent. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est pas spécialement sur l'IA que je me fierais pour tenir compte des aspects humains d'un projet. Mais maintenant, en supposant qu'on peut corriger ces biais, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour aider un petit peu l'IA à être plus objective. J'aimerais juste prendre un petit exemple pour illustrer un petit peu ce que je veux dire sans aller trop loin sur voilà, les questions plus sociales, mais simplement quand on prend un projet comme le projet Greenlight, ça a été déployé il y a quelques mois dans la ville de Québec. Il s'agit d'une initiative de Google Research qui vise à réduire la congestion automobile et les émissions de gaz à effet de serre en utilisant l'IA pour optimiser le fonctionnement des feux de circulation. Ça a l'air tout à fait un beau projet, bien vertueux, qui ne collecte même pas de données supplémentaires parce qu'il se base sur les données déjà disponibles dans Google Maps et dans Waze. Mais la question qui vient tout de suite à l'esprit quand on est un usager régulier de la ville en général, c'est mais quelle va être la place réservée aux usagers actifs dans ce schéma? On dirait un petit peu quand on lit le descriptif que les piétons et les cyclistes sont relégués en fait dans l'angle mort de la gestion de la circulation. Le jeu de mots est intentionnel vraiment. Ça c'est une question. Puis d'autre part, on peut se poser la question de savoir si les données de Google Maps et de Waze reflètent vraiment la réalité. Peut-être pour les automobilistes, certainement pas pour les piétons et les cyclistes. Et encore pour les automobilistes, je ne suis pas certaine, parce qu'il y a une énorme proportion des trajets qu'on fait en ville qui sont des trajets habituels. On va vers le domicile, vers le travail, vers l'école, ça ne requiert pas une application de guidage. Donc je pense que l'application ne va pas tenir compte, ne va pas avoir une perception tout à fait justifiée de la réalité. Alors, même en acceptant cet aspect-là, on peut se dire que c'est sûr que si l'objectif, c'est de réduire les arrêts inutiles, de fluidifier la circulation, de limiter les émissions de CO2, certes, provenant des véhicules à l'arrêt ou en redémarrage. Autrement dit,
si l'objectif c'est ça, ça veut dire faire s'arrêter le moins possible les autos. Donc, si les autos ne s'arrêtent jamais, je pense que les piétons et les cyclistes vont avoir un petit peu du mal à circuler dans cette ville. Et finalement, la vision du monde qui sous-tend ce projet, c'est quoi? C'est celle d'une ville où chacun, tout seul dans son auto, va le plus vite possible. Alors, est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons? Voilà, la question est lancée. Donc, comme je le disais tantôt, l'IA n'est pas intelligente, elle a juste accès à beaucoup plus de ressources. Si vous comparez à l'IA, il ne faut pas complexer, c'est vraiment pas le même accès aux ressources en tout cas. Si vous avez besoin d'environ 3 ou 4 images pour reconnaître un visage, l'IA, elle va s'être entraînée sur des milliers d'images. Pour des tâches plus complexes comme jouer aux échecs, jouer au Go et autre chose, l'humain a besoin de quelques watts-heures, l'IA quelques gigawatts-heures. On a quand même un certain nombre d'ordres de grandeur qui séparent ces deux puissances. Voilà. Si je mange une pomme, moi je peux jouer aux échecs longtemps et je vais peut-être perdre contre l'IA, peut-être, mais les ressources énergétiques que j'aurai consommées seront incommensurables. L'IA, c'est magique. Alors, comme veut nous en persuader, en particulier la petite icône qu'on utilise en général, qui est associée habituellement, mais toute magie a un prix. Derrière l'IA, il y a des énormes centres de données. Je vous ai mis une photo ici d'un centre de données en Arizona. La taille est complètement spectaculaire. On voit aussi les longs couloirs remplis de boîtiers pleins de fils. Et puis, j'ai rajouté même aussi une petite image des câbles d'Internet qui circulent sous les océans. On a toujours tendance à penser même à un truc plus simple que l'IA, mais juste Internet comme quelque chose de complètement désincarné et immatériel. On fait des trucs dans le cloud et tout ça, mais on oublie toujours que en réalité, c'est quoi? C'est des gros câbles qui passent sous les océans et qu'il y a des gens qui doivent aller les réparer de temps en temps, comme on voit sur la photo. Donc il n'y a aucune technologie qui est désincarnée et aucune magie qui n'a aucun prix, qui est gratuite. Alors ça m'amène à poser la question du coût environnemental de l'IA dans une seconde, mais je vais commencer par un exemple d'un petit calcul. Alors, juste pour se faire une idée des ordres de grandeur, pour faciliter la comparaison. Alors, je prends un calcul au hasard, 71 273 fois 18 705, qu'est-ce que ça fait? On pose la question à ChatGPT, voilà la réponse, et puis on pose la question aussi à un autre chatbot qui est Hugging Face, qui vous donne aussi toutes sortes qui vous donne la réponse numérique, mais qui vous donne aussi toutes sortes de points de comparaison pour vous faire une idée de l'ordre de grandeur qu'on n'avait pas demandé, mais voilà. Surtout, ce qui est plus intéressant, il vous donne la consommation d'énergie, l'énergie qu'il a utilisée pour faire ce calcul. Alors, le même calcul, effectué par votre calculatrice de poche préférée, lui, consomme un petit peu moins que ça, il consomme environ 1,1 fois 10 exposant moins 7 Wh. Encore moins que ça si jamais vous prenez la peine de le faire sur un coin de feuille de papier, ce qui est faisable. Alors, comme vous pouvez le constater, la réponse correcte, c'est 1 333 465. Autrement dit, l'IA a consommé plus de 2,5 millions de fois l'énergie de la calculatrice pour vous donner une réponse qui est fausse. Et elle n'est pas à peu près fausse. Elle est quand même vraiment, vraiment loin de la réponse correcte qui est donnée par la calculatrice. Donc c'est quelque chose quand même qui est un petit peu interpellant. Peu importe sa consommation d'énergie, s'il est complètement dans le champ, c'est une chose, bien sûr. C'est un chatbot conversationnel. S'il n'est pas supposé, voilà, c'est pas une machine à calculer. C'est pas pour ça qu'il est profilé. Mais la moindre des choses, ce serait l'honnêteté, ce serait qu'il vous réponde. Ceci est un chatbot conversationnel qui ne peut pas fournir de réponse précise à des calculs. Veuillez envisager l'usage d'une calculatrice. D'accord? Ce serait ça la réponse appropriée. Là, si vous regardez bien les réponses, on est vraiment très 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 loin de la réponse correcte. Bon, c'est comment utiliser un bazooka pour tuer un moustique et encore réussir à le rater. C'est une petite chose à garder en tête à chaque fois qu'on utilise une IA pour faire quelque chose qu'on peut faire autrement. Alors, pour prolonger juste la réflexion de 2 minutes là-dessus, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir pensé à poser une question de mathématiques à un chatbot. On a tendance à croire qu'il peut répondre à tout. Ce n'est pas le seul exemple d'ailleurs, il y a aussi plein d'exemples où on lui demande la source d'un extrait de texte, de quel livre est-ce que ça vient, ou d'un extrait musical, et là se plante complètement, et surtout surenchérit sur son erreur.
Donc ici, quelqu'un s'est amusé à mettre en graphique à partir de combien de chiffres dans chacun des nombres, l'IA commence à ne plus y arriver, à donner la bonne réponse. Vous voyez qu'il y a un tout petit coin en haut à gauche, il y a à 3-4 chiffres, il est encore correct, il parvient à faire le calcul. En bas, même si c'est en vert, si c'est pas 100% de réponse correcte, je considère que c'est complètement faux. Donc voilà, c'est ou bien la réponse est correcte, ou bien elle n'est pas correcte du tout. Donc voilà. Mais vous voyez que c'est pas du tout une exception, ce petit calcul que je vous ai montré. La plupart du temps, l'IA est dans le champ dès qu'on dépasse 4 chiffres par nombre. Aussi, à droite, pardon, je vous ai mis une petite arborescence. Quelqu'un a pris la peine de mettre sur papier. Est-ce qu'il faut vraiment utiliser l'IA pour une tâche ou une autre? Voilà, ça c'est juste quelque chose à garder en mémoire. Il y a juste un seul cas dans lequel ça vaut la peine d'utiliser l'IA, vraiment si on a répondu oui à toutes les questions. Sinon, dans la plupart des cas, si on a un autre moyen de le faire, ça vaut pas la peine. Et ça, c'est pour les choses quotidiennes. Et c'est pas tellement là-dessus que je voulais insister. Ce qui m'a frappé, surtout dans l'exemple que je vous ai donné juste avant, c'est que en termes de consommation d'énergie, l'IA a un coût qui peut être complètement délirant. Dans ce cas-ci, c'est une toute petite requête qui prend 2,5 millions de fois plus qu'un moyen de technologie qui est quand même pas extraordinaire, mais qui est pas aussi compliqué et qui consomme quand même beaucoup moins. Alors le coût environnemental de l'IA, si on essaie de le chiffrer, c'est quand même assez difficile, parce que les géants de l'industrie font pas mal tout pour entretenir une opacité autour de ça et pour ne pas donner leurs chiffres, mais on peut l'évaluer indirectement, parce que ce qu'on voit, c'est que simplement la consommation d'électricité des centres de données a explosé depuis l'avènement de l'IA. Donc ça, c'est un indicateur. On peut aussi aller voir les déclarations contradictoires qui sont faites, par exemple, par le PDG d'OpenAI, à peu de temps de différence, vraiment dans une même période. Il a déclaré d'une part qu'une requête ne consomme presque rien, c'est vrai ce que je vous ai montré tantôt, 0,2 Wh, c'est pas grand-chose. C'est à peu près ce qu'une ampoule de haute efficacité utiliserait en quelques minutes. Bon, ok. Multiplier ça par 1 milliard par jour, ça commence à faire beaucoup. Mais d'autre part, il a aussi indiqué dans un article de blog, je pense, une entrevue, qu'une partie significative de l'électricité mondiale devrait être utilisée pour l'IA. Donc, d'une part, ça consomme rien, mais d'autre part, il faudrait quand même utiliser quasiment toute notre électricité, toutes nos ressources pour ça. Voilà, ça pose un petit peu question aussi. On peut voir aussi ce qui se passe dans certains pays. L'Irlande est tout spécialement accueillante pour les centres de données, donc c'est un cas un petit peu extrême, mais dans ce pays, les centres de données consomment déjà 21% de l'électricité du pays. 21%, c'est énorme. C'est, comment dire, à peu près, en tout cas, je pense, les ressources, les efforts de décarbonation qui impliquent l'énergie éolienne sont déjà dépassés par la demande en électricité des centres de données, pour vous donner une idée. Donc voilà un exemple d'efforts de décarbonation qui sont complètement sapés par la contrepartie de l'utilisation des centres de données. Alors, il n'y a pas juste ça, il y a également le fait que les gigantesques centres de données ne consomment pas que de l'électricité, ils consomment également de l'eau, en particulier dans les zones ensoleillées et sèches où ils aiment à s'établir, pour des raisons techniques. Alors, dans ces cas-là, ça peut entrer en conflit directement avec d'autres utilisations de l'eau, comme par exemple l'agriculture. À Taïwan, les fermiers n'arrivent plus à simplement à cultiver le riz parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour... vu qu'il y a des centres de données ou des fabriques de puces qui sont installées juste à côté. Voilà, ça pose question. Et parfois même, je pense, je ne sais plus dans quel état des États-Unis, ça se trouve peut-être en Arizona, le simple établissement de population à proximité n'est plus possible. Il y a des personnes qui veulent venir s'installer dans une zone où il y a un centre de données, puis ils ne sont pas capables de se raccorder à un réseau parce qu'il n'y a pas assez d'eau courante pour eux, en fait, tout simplement. Voilà, donc il y a des choix à faire, certainement. Et quant aux fabriques de puces spécialisées, c'est quand même frappant de se rendre compte le degré de précision qui est requis par les procédés exige des salles blanches d'une propreté 10 000 fois supérieure à celle d'une salle d'opération chirurgicale. Voilà, ce n'est pas des petits ordres de grandeur de différence. Ça donne à penser que face à la machine, l'humain est désormais bien peu de choses.
Pour conclure, j'aimerais juste lancer quelques questions. Si l'IA doit nous aider à sauver le monde, il importe de se poser les bonnes questions. À quel prix est-ce qu'elle va le faire? Est-ce que le bénéfice de faire intervenir à tout propos des technologies rutilantes et dûment marketées l'emporte réellement sur ce que cela va nous coûter? Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de la rentabilité de la technologie. Pour l'instant, l'IA n'est pas vraiment rentable. Les géants de l'industrie perdent de l'argent. Ils misent sur des gains futurs, mais pour l'instant, ils perdent de l'argent. Donc, ça se pourrait aussi que la bulle explose dans un avenir plus ou moins proche. J'en ai pas parlé, puis je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais c'est une possibilité. Aussi, pour revenir à mon exemple de tantôt avec le projet Greenlight, peut-être qu'on peut aussi obtenir des villes à la circulation plus fluide par d'autres mesures, en augmentant l'offre de transport en commun, de véhicules partagés, en diminuant en fait la quantité des véhicules sur les routes, des véhicules individuels, et en améliorant la planification urbaine. Donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas très difficiles à mettre en place et qui coûteront certainement moins cher à la collectivité. La question à se poser, c'est dans quel monde est-ce que nous voulons vivre? Pour finir, en revenant à ce dont je parlais au début, il y a peut-être une question à se poser avant de déléguer le pilotage d'un projet à l'IA. Est-ce que l'IA elle-même est socialement acceptable? Merci. Et merci pour cette brillante présentation. Donc, je vais prendre une ou deux questions, et s'il y en a, puisque pour la table ronde, on va écouter les différents intervenants et prendre des questions à la fin, mais je peux prendre deux questions après chaque intervention et vous pourrez poser aussi des questions à la fin et des différentes présentations. Avez-vous des questions au niveau de la salle? Parce que je ne vois pas de questions en ligne. C'était tellement clair. Avez-vous des questions?